Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour, bienvenue. Si vous êtes bien sur le canal 307, à l'heure où vous êtes sur Talent de Femmes. Alors aujourd'hui, on va déjà souhaiter au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, justement cet anniversaire, ce 30e anniversaire du renouveau. Alors si vous êtes bien installés, surtout ne bougez pas parce que nous allons recevoir une femme artiste, entre autres leader d'associations, entre autres et ici politicienne à ses heures perdues. Alors sans plus tarder, nous allons lancer la première rubrique. Nous sommes revenus sur Talent de Femmes. Comme vous le savez, Talent de Femmes, c'est toujours cette émission qui met en exergue les femmes leaders, les femmes entrepreneurs, notamment les femmes qui se démarquent dans la société. Alors nous allons accueillir notre invitée d'aujourd'hui qui n'est autre que Madame Jean-Louise Djanga. Bonjour Madame Jean-Louise. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien, merci. Alors l'arrivée ici a été facile? Depuis Douala? Bah écoutez, facile oui, dans l'ensemble, mais on va dire aussi que les routes sont pas très très bonnes. Je veux dire que ou bien impraticables. Non, elles sont pas impraticables, mais voilà, Yaoundé, mettre 6 heures en route, c'est quand même gros. Oui, je crois que c'était une note du ministre des Transports parce qu'il y a beaucoup d'accidents. On a demandé de limiter la vitesse, entre autres. Ce n'est pas la vitesse en tant que telle, mais un axe comme Yaoundé-Douala ou Douala-Yaoundé devrait avoir une très très belle autoroute avec 4-5 voies où on puisse circuler. Mais les infrastructures camerounaises sont en train d'y travailler. Alors, pouvez-vous vous présenter qui est Madame Jean-Louise Djanga? Bah, écoutez, je suis une personne qui écrit énormément. Je suis artiste écrivaine. D'accord. Voilà, je publie des livres, j'écris des chroniques, je participe à l'édification des populations camerounaises. Et dans ce sens, j'ai construit un centre culturel à Bangué, dans la 5e. J'attends d'ailleurs l'agrément de la préfecture. J'espère que ça va se faire très vite pour que je puisse mener mes activités sereinement. D'accord. En même temps, je suis maman, je suis une mère de famille, je m'occupe de ma famille, donc je n'oublie pas évidemment que je suis la vice-présidente nationale de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, Nous allons y qui arriver, est dirigée par Monsieur Sambaka, Cyril Sambaka, qui est le président national. D'accord. Voilà. Ben voilà, vous êtes présenté, c'est déjà ça. Maintenant, le public sait qui est Madame Djanga, écrivaine, artiste, justement, femme engagée, femme politique. Alors, quelles sont vos activités? Comment arrivez-vous à concilier toutes les activités que vous avez citées tout à l'heure? Écoutez, c'est très facile. Franchement, il suffit d'être organisé. Oui. Dans tout ce qu'on fait, on est organisé. Quand on se concentre sur une chose, on la fait jusqu'au bout. Et on passe à autre chose. Quand on fait tout en même temps, ça ne se peut pas. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Là, je viens j'ai rendu, je ne viens pas de le rendre, mais le manuscrit que j'ai donné à Afrique Avenir, ça fait 1 an à peu près. Avec la pandémie, il y a eu des retards. J'ai écrit ce livre, maintenant je passe à autre chose. J'attends qu'il sorte. Maintenant, j'en suis au centre culturel où je m'investis en ce moment de plus en plus. Et bien entendu aux activités du parti, dont le lancement des activités aura lieu le 13 novembre. Ah, le 13 novembre. Oui, voilà, pour concilier, donc pour répondre précisément à votre question, c'est une question d'organisation. Il faut vraiment faire chaque chose en son temps et surtout prendre le temps de la réflexion avant de s'engager. Un projet qui est bien élaboré, bien ficelé, ce projet, quand on va le mettre en place, il sera évidemment bien fait parce que sans stress, parce que évidemment on aura pensé ce projet bien avant. Donc concrètement, rêver son projet, le mettre sur papier et après le réaliser. Oui, on fait une étude de faisabilité avant de le mettre sur pied. Alors parlez-nous de votre association, le Centre culturel. Il s'agit de quoi? Alors c'est un rêve depuis l'enfance, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose dans ce sens-là. J'ai toujours senti, c'est une vocation. Comme il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont qui font des métiers j'allais dire pasteur aussi ou prêtre. Ça devrait être c'était une vocation, ce fut une vocation. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes s'improvisent prêtre ou pasteur. Bon, ce n'est pas le débat, mais c'est pour justement corroborer mon propos. Oui, c'est pour dire que j'ai rêvé de ce centre culturel depuis l'enfance. Je suis passionnée par l'art,
par la culture. Il faut aussi dire que j'ai grandi dans un environnement livresque. Oui. Il y avait des livres partout. Mais mon père avait eu une bourse pour aller en France, voilà, faire des études. Et nous étions déjà nés. Il nous a embarqués, femmes et enfants, avec lui. Allez, tout le monde, on Tout s'en le monde va, est parti on va en France. voilà. D'ailleurs, j'ai un frère qui est né là-bas. Donc, on a laissé quand même beaucoup de choses. Et donc, effectivement, en revenant, il a ramené des livres. Et c'est extraordinaire. Donc, j'ai vécu dans cet environnement, 2 livres, 2 musiques. Et tout ça a fait que j'ai voulu, donc, pour renforcer cette position d'artiste, j'ai fait une école de danse. Mais quand je dis danse, c'est un peu réducteur. Une école d'art, carrément, il y avait l'histoire de la musique, de l'architecture. Non, mais c'est pas réducteur, parce qu'on a la danse contemporaine qui est très en vue, et puis, justement, il y a des festivals spécialement organisés, même ici au Cameroun, où ce n'est que de la danse contemporaine. Oui, mais disons que la danse, telle qu'on la conçoit, pour que les téléspectateurs comprennent très bien, on va dire, parce qu'à l'époque, quand je commençais à faire de la danse, c'est vraiment que ça. Voilà. Est-ce que l'Africain sait danser de nature? On a le rythme dans le sang. Est-ce que il est encore important d'aller à l'école apprendre à danser? Alors c'est plus que ça. C'est une connaissance de son corps, de son âme, de sa valeur intrinsèque. Donc effectivement, dire que j'ai fait une école de danse, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une école de spectacle où on apprend la création artistique. Absolument. Et tout autour, il y a l'histoire, parce qu'on ne peut pas faire une activité sans connaître les tenants et les aboutissants. Il faut connaître, évidemment, l'histoire. Vous voyez, par exemple, vous voyez, dans chaque chose qu'on peut faire, il y a une histoire. Et c'est très bien. Dans la cuisine, la gastronomie, il y a même des écrivains gastronomes. Bien sûr, bien sûr. Il doit y avoir des écrivains également qui parlent de la danse. Il y a des chefs étoilés qui font justement et qui écrivent des livres. Et c'est surtout des hommes. Voilà. Bah écoutez, la femme aussi n'est pas mise en retrait. Pour la mais quand on voit les chefs étoilés, de façon générale, ce sont des hommes. Dans les grands hôtels, quand vous allez voir, ce sont des hommes qui font de la cuisine. Dans cette cuisine-là, de mon fait, c'est la danse. C'est la création artistique. Oui, on parle de l'art culinaire. De l'art culinaire, voilà. Et comme on parle de l'art, de l'écriture, d'ailleurs, les musiciens se servent de nos écrits, normalement, devraient effectivement se servir de nos écrits pour composer les paroles de leur son. Bah écoutez, Madame Djanga demande aux musiciens de se servir des écrits des écrivains. Alors, on va parler de l'écriture. D'où vous vient l'inspiration? C'est que vous avez 6 livres dans votre actif, à votre actif, j'espère que je ne me trompe pas. Non, 6 livres, le 7e va sortir dans le cadenas. Voilà, vous avez 6 livres à votre actif. De quoi parlent vos livres en général? C'est quel genre de livre? Est-ce que c'est des romans, la poésie, des livres académiques, des essais? De quoi il est question? Oui, vous savez, quand on commence une activité, on se cherche. Au départ, j'ai commencé par la poésie. J'adore la poésie. C'est vraiment l'aristocratie de l'écriture, de la littérature. Voilà. Et quand on fait de la poésie, on est vraiment en phase avec la nature. Très important. La nature, les fleurs, les arbres, tout ce qui est... les animaux aussi. Vous savez, j'ai été extrêmement choquée. J'habite à Bangui, un magnifique village après Koto. Il y avait un magnifique baobab avec toute la symbolique qu'il y a derrière. On a coupé le baobab pour mettre des conteneurs. Mais c'est une aberration. Vous vous rendez compte? Outre l'aspect mystique et mythique du baobab, on dit souvent un baobab est tombé quand on parle des grandes personnalités. Et on coupe un baobab pour mettre des conteneurs. Il y a une frénésie du gain, en fait, au détriment, en fait, de ce qui doit nous rassembler, c'est-à-dire la nature. Ce baobab, outre donc cet aspect mythique ou mystique, ça donne de l'ombre. On respire mieux quand il y a de la nature. Donc c'est la poésie, tout cela. C'est l'aspect poétique, les plantes, les fleurs, la nature, le soleil, tous les éléments de la nature. Donc j'ai commencé par la poésie avec un premier roman intitulé Au fil du Vouri. Je suis du Vouri. Je suis une fille Eodi, mon écoulé Vouri Bossois par mon père, et ma mère aussi est du Vouri d'Aîné. Donc j'ai voulu rendre hommage à mes ancêtres. Là on parle de la région du littoral. Du littoral, absolument. Le fleuve Vouri. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai donc, au fil du Vouri, après avoir commis cet ouvrage, mon éditeur qui était l'Harmattan m'a dit, écoutez madame, c'est très difficile de vendre de la poésie. Or, je ne faisais pas l'écriture
uniquement pour avoir de l'argent. C'est une passion. Et les métiers de passion, normalement, ne réclament pas qu'on... Il n'y a pas l'aspect mercantile, en fait. En principe, hein, maintenant, on devrait en vivre, effectivement. Oui. Mais a priori, l'aspect mercantile n'a pas la première place. Bon, l'éditeur m'a dit non. Oui. On va essayer de faire des romans. Donc, j'ai commencé à écrire des romans. Et voilà, j'ai commis dans d'autres ouvrages comme Le Gâteau au Foufou, Fantasia, Bienvenue à Paris France Europe, et puis Confidence écarlate aussi, qui parle d'un problème féminin, masculin aussi, qui est la ménopause. Ouais. On me dit, ben oui, mais ça ne concerne pas les hommes. Évidemment, si votre épouse a des problèmes de santé, parce que la ménopause peut engendrer des problèmes de santé, il est évident que ça concerne également la famille. Oui. Et en priorité, l'homme. D'autant plus que cette période arrive quand les enfants sont déjà grands. Hein, on est souvent, à moins qu'on soit ménopausé avant, à 30 ans, mais de façon générale, c'est vers 40, 45, 50 ans. Donc, ce livre-là, Confidence écarlate, qui est passionnant et qui a vraiment reçu un très très bon accueil des gens, surtout au Cameroun, mais aussi en Belgique, beaucoup en Belgique et en France. Évidemment, le cadenas, maintenant, qui est mon ouvrage qui va y arriver de vivre. Oh là là, arriver de vivre. J'aime beaucoup ce livre parce que c'est un livre, justement, qui rentre au cœur même des populations camerounaises. Africaines également, et qui revient sur des événements assez atypiques de la vie sociologique, social, économique du Cameroun. Et bien entendu, le cadenas, qui est un appel à la diaspora. C'est-à-dire on appelle à la diaspora parce qu'on sait qu'on parle aujourd'hui de diaspora responsable, peut-être une diaspora irresponsable. C'est vrai qu'il y a beaucoup le volet politique qui est un peu mis en jeu, entre autres le tribalisme et puis les guerres de conflit entre formations politiques. Vous parlez de quelle diaspora dans vos livres? Ben, justement de la diaspora qui peut apporter une valeur ajoutée à ce pays, au Cameroun, sans parler de politique politicienne. Vous savez, tout n'est pas politique. Hein. On a d'abord un objectif, c'est qu'est-ce que nous pouvons en tant que diaspora, apporter comme valeur ajoutée à notre pays. C'est la question fondamentale. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a tellement de talents de l'autre côté, beaucoup de talents. Moi, en tant qu'écrivaine, forcément, je me dis, voilà, je vais ouvrir un centre culturel. Il y a des médecins. Ils arrivent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Des cours de secours, des infirmières aussi, des cours de secourisme, etc. C'est-à-dire qu'on a 5 semaines de congés payés. Hein, où on vient au Cameroun, nous venons pas uniquement pour nous éclater. Vous êtes installé en France, c'est ça? Je dirais pas que je suis installé, je ne suis plus installé en France. D'accord. Je suis une artiste, oui. Donc une artiste n'a pas vocation de maison vérifiée dans le monde en fait. Citoyenne du monde. D'accord. Voilà, donc je suis installée dans le monde partout où je peux apporter ma contribution, voilà, et ma valeur ajoutée. Surtout au Cameroun. Eh ben voilà. Parce que j'aime beaucoup, j'adore le Cameroun. D'accord, mais c'est votre pays, c'est normal. Alors on va continuer Pas en parlant du Cameroun. Il y a des gens qui n'aiment pas leur pays. Bah écoutez, qui ne sont pas pas qu'ils n'aiment pas, mais le en fait, chauvinisme n'est pas développé ou bien. Il y a du travail à faire. On peut très bien être originaire d'un pays et le renier. D'accord. Je suis là tout le temps, je ne le renie pas mon pays. Et je travaille tout ce que j'ai, tout mon investissement intellectuel, je le mets au service des Camerounais. D'accord. Alors on va parler du Cameroun, comme vous avez évoqué le Cameroun. Que pensez-vous de la littérature camerounaise actuelle? Alors, de façon générale, on n'en vit pas. C'est une littérature, il y a tellement de talents, il y a tellement d'écrivains qui ont eu des grands prix de littérature. Hein. Malheureusement, très peu en vivent. Et c'est ça qui est dommage. Vous avez un organisme qu'on appelle la Socilatra. Depuis 2007, je cotise. Je le rabâche hein, partout où je passe. Ouais. Franchement, si j'attendais qu'il me reverse mes droits d'auteur pour vivre, ben, je serais morte, enterrée et oubliée. Oui. C'est inadmissible. C'est une production intellectuelle. Et vous savez qu'un pays ne se construit en priorité avec ses intellectuels, pas avec ses politiques. D'accord. Ce sont les intellectuels qui font avancer avec les idées, des propositions d'idées. C'est pas du tout les politiques qui font avancer un pays. Eux, ils font les lois, ils disent ce qu'ils ont à dire, ils donnent une direction
à la société. Mais les intellectuels, eux, ils doivent construire le pays en proposant, en étant force de proposition. Donc, si on nous maltraite, comment voulez-vous qu'on soit, d'ailleurs, on soit apte à continuer à produire? Et avec les éditeurs, parfois, on n'a pas les droits d'auteur. Oui. Parce qu'on vous donne des contrats, des faux contrats. On en est arrivé. Vous voyez, quelques mois, j'ai changé au moins 2-3 fois d'éditeur. Ça ne se peut pas. Vous comprenez? Là, aujourd'hui, j'ai même envie de me faire éditer de manière, de m'auto-éditer. On ne peut pas nous maltraiter de cette façon-là. On a un ministère de la Culture qui est là pour, il faut qu'on nous donne des bourses, qu'on nous soutienne financièrement, qu'on nous organise encore plus de salons où on peut se rencontrer, se retrouver. La littérature camerounaise est prolifique, certes, mais est-ce que c'est la quantité qui compte? Je pense que c'est la qualité. Elle n'est pas remise en question, la qualité. Mais c'est le soutien que nous devons avoir qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous proposons. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, depuis 2007, nous cotisons. Beaucoup de gens sont dans mon cas. Donc, c'est un appel que vous lancez à la Socialadra Je sais pas si c'est Valentin, ça fait longtemps. Oui, clairement. Madame Élise Balameka, la PCA, c'est Monsieur Bobondi aussi, c'est un de directeur. Oui, elle fait partie aussi du conseil d'administration. Et c'est vrai, quand je leur demande, je leur pose la question, d'ailleurs j'y vais, vous allez me voir tout à l'heure, vous allez me voir bientôt. Parce que je suis à Yaoundé, je vais en profiter pour aller les voir. Bien Mais sûr. on me dit, oui, mais on a un conseil d'administration tel jour. Vos conseils d'administration n'en finissent jamais. Il faut qu'à un moment donné, ce soit du concret. Reversez-nous nos droits. Ou alors expliquez-nous clairement pourquoi nous ne pouvons pas avoir nos droits. On ne peut pas nous maltraiter. Vous savez que les artistes musiciens, quand ils vont prester, ils ont un cachet. Bien sûr. Nous, on ne nous invite pas pour prester. Hein? Je voulais dire au Cameroun. Mais le Cameroun a quand même un salon du livre chaque 2 ans. Oui, tous les 2 ans. Ouais. Normalement, vous savez, le salon du livre, c'est chaque quartier. Chaque arrondissement, chaque commune devrait avoir un salon du livre. Oui, ça c'est en Occident, en Europe, c'est beaucoup plus développé. Et peut-être un peu au Sénégal où il y a plusieurs salons du livre, notamment spécialisés un peu comme le salon du livre de Maroc. Même au Maroc aussi, il y a plusieurs grands salons du livre. Alors aujourd'hui, on va parler aussi des maisons d'édition. Que pensez-vous des maisons d'édition camerounaises? Écoutez, je n'ai pas encore travaillé de manière claire avec les maisons d'édition camerounaises. Je suis en train de travailler avec Afrique Avenir. D'accord. Le professeur Kouma Doumbé, qui donc justement m'a fait l'honneur de prendre mon manuscrit dont je vous ai parlé, qui s'appelle Le Cadenas. Le livre n'est pas sorti. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Je sais, je comprends. Il y a eu la Covid, il y a eu cette pandémie qui a plombé énormément les artistes. Bah, écoutez, on verra bien ce qui va se passer. Mais après le professeur Kouma Doumbé, après Afrique Avenir, si ça ne fonctionne pas pour moi, j'arrête des éditeurs, je me fais auto-éditer, tout simplement. Je mets les moyens en jeu, mes propres moyens, pour pouvoir me faire moi-même éditer. Et comme ça, je suis tranquille. Et là, ça sera votre propre maison d'édition Non, on connaît le circuit des livres. Hein. Il y a les imprimeurs, il y a des... Voilà, j'imprime moi-même mes livres, je conçois avec les infographes. Oui, voilà. Non, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Je ne vais pas non plus ouvrir un centre culturel, être femme politique, être invitée. Non. J'ai encore envie de voir mes petits-enfants grandir. D'accord. Alors, selon vous, on sait que la littérature africaine, négro-africaine, a bien évolué depuis plusieurs années avec de grands auteurs, Sembène Ousmane, entre autres. Selon vous, quel est l'auteur africain qui illustre la littérature? Quand vous voyez tous ces modèles d'écrivains, selon vous, quelle est l'image qui vous vient en premier? Bah écoutez, je me souviens de Esa Boto, Ville Cruelle. Ce sont des livres scolaires. Oui, il s'appelait un pseudo. Alexandre Bidi. Bidi, voilà. Et aussi Esa Boto. Esa Boto, oui, c'est l'écrivain, son nom d'auteur c'était Mongo Betty. Tout à fait. Il s'appelait Ville Cruelle. Ville Cruelle, effectivement. Tout à fait. Ouais. Mongo Betty, voilà. Tanga Nord, Tanga Sud, voilà. C'était magnifique. Je me suis régalée de lire ces livres. Il y a eu pas mal comme ça qu'on lisait quand on était tout jeune. Et bon, nous ne sommes pas nostalgiques. Effectivement, il y a de nouveaux auteurs qui arrivent. Mais il faut dire que nous avons eu le plaisir d'avoir été formés par nos prédécesseurs. Voilà, il y en a beaucoup comme ça, hein. Je peux en énumérer plein.
Mais il y a aussi Cheikh Anta Diop. Oui, Cheikh Anta Diop, d'accord. Très important de préciser parce que il a carrément bouleversé nos neurones, en fait, notre vision de l'Afrique. On a appris pas mal de choses. On parlait de littérature négro-africaine à une certaine période. Tout à fait. C'est vraiment celui qui a boosté, en fait, notre intellect par rapport à notre prise de conscience de notre africanité, voyez-vous. Voilà les noms que je peux citer pour l'instant. Après, il y en a... Oui, il y en a une multitude. Alors, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'associations livresques au Cameroun, mais on a une quand même qui s'illustre parmi tant d'autres, c'est la PEC. Vous connaissez la PEC, l'Association nationale des poètes et écrivains du Cameroun? Je connais très bien, je suis adhérente. Voilà, avec Pabé Mongo qui est justement à la tête. Que pensez-vous de la PEC et justement et de ses activités? Mais écoutez, je salue Pabé Mongo, il me connaît très bien, je le connais également, ça fait très très longtemps. J'ai même participé à des salons de poésie qu'ils organisaient il y a très très longtemps. Mais on a toujours l'impression que on avance à reculons. On n'a pas ce dynamisme, enfin je sais pas, peut-être que je suis pas au courant de ce qu'ils font, mais normalement, hein, quand il y a quelque chose qui est fait, on a un listing des auteurs. On informe, on communique autour de l'événement. Ça fait 2 ans, voire 4 ans que je n'ai rien reçu. Pourtant, on m'a demandé mon adresse mail. On m'a demandé mon téléphone. Je peux rien vous dire. Parce que je ne suis même pas au courant. Pourquoi on n'informe pas les auteurs? Je crois quand même que peut-être c'est une information que je vais vous donner. La PEC a justement des plateformes, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, et puis ils organisent quand même assez de temps à autre des activités. Vu que moi-même je fais partie de la PEC, et puis voilà. Mais je ne remets pas ça en question. Le problème c'est la communication et l'organisation. Normalement, la PEC devrait avoir le listing de tous les auteurs. Quand la PEC organise un événement, nous aurions dû être au courant, j'aurais dû être au courant. Pourquoi je ne le suis pas alors que je suis une adhérente? Oui, c'est vrai, peut-être que je n'ai pas cotisé depuis longtemps. Mais si je n'ai pas cotisé depuis longtemps, c'est parce que je ne suis pas dans le forum WhatsApp. Est-ce qu'ils ne me connaissent pas? Monsieur Pabé Mongo me connaît très bien. Il me connaît très bien. Pourquoi il ne m'envoie pas des éléments pour me dire, voilà, Madame Djanga, nous organisons ça ou ça. Donc je peux rien dire parce que je ne suis même pas au courant des événements. C'est à moi d'aller à la recherche, peut-être. Mais c'est aussi à l'association de communiquer autour, justement, de ses adhérents. Oui, effectivement. Voilà. Alors, il y a une direction du livre au ministère des Arts et de la Culture. Est-ce que vous êtes déjà rapproché de cette direction du livre qui est gérée par M. Bala Elanga? Je le connais très bien. Voilà. Puisque nous avons travaillé ensemble dans le cadre des salons de la CILIA, du CILIA, Salon international du livre d'Yaoundé. Ils sont venus à Paris avec le ministre justement pour le salon du livre il y a je crois 2 ans aussi. Donc je les ai rencontrés puisque j'ai été prévenue. Il m'a envoyé un mail, il m'a appelé pour me dire que voilà, où êtes-vous Jeanne-Louise? À Douala, Yaoundé, parce que on maîtrise plus trop bien votre planning et votre emploi du temps. Donc j'ai dit non, je suis à Paris. Il me dit mais tiens, il y a une délégation camerounaise qui arrive. Voilà, il a communiqué. Il me l'a dit et j'y étais. Et j'ai rencontré également monsieur le ministre. Je lui ai parlé de quelques-uns de mes projets. Je n'ai pas eu de réponse. On m'a demandé de l'envoyer aussi un dossier par rapport au projet du centre culturel que j'ai envoyé mon dossier. Il est peut-être dans un tiroir. Si vous pouvez ouvrir le tiroir, monsieur le ministre. Monsieur Bala Elanga, également, je vous ai envoyé le dossier. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, je connais tout ce monde-là. Vous imaginez bien, depuis 2007 que je suis dans le livre. D'accord? De 2007 à aujourd'hui, il est évident qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qu'on rencontre. Parce que quand on commence dans ce métier, vous savez, on va un peu à la foire fouille. Hein. On fouille, on bêche, on cherche. Parce qu'on veut connaître, on veut se renseigner. On veut réussir. Donc, évidemment, on va à la pêche aux informations. Mais après un certain moment, vous êtes fatigué. Vous avez l'impression à chaque fois de quémander. Vous avez l'impression qu'on vous prend pour une incompétente. Non, mais vous êtes une femme politique. Le combat ne finit jamais quand même. Hein. Oui, mais maintenant, il faut aller à l'essentiel. Vous n'allez pas gaspiller votre énergie pour les mêmes problèmes. Il faut cibler.
Maintenant, je cible. Je vais à l'essentiel. Quand il y a un problème qui traîne depuis 2007 ou 2010, en 2021, je ne vais pas m'entêter. Je reste tranquille, j'observe, et maintenant, je passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que j'oublie ce que j'ai mis en chantier. Et surtout quand vos projets dépendent de quelqu'un d'autre. C'est très compliqué. Et ça, je ne veux plus avoir affaire à ce genre de process, si vous voulez. Il est hors de question aujourd'hui qu'un projet que j'initie dépende de quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux être indépendante, je veux être autonome. Même s'il faut que j'économise pendant 20 ans, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait avec le centre culturel. Je n'ai rien demandé à personne. Personne ne m'a donné un copec. Et je remercie. Parce que quand on vous demande, on vous soutient, quand on vous aide, on vous demande des comptes. Quand mon projet sera terminé, je vais leur dire, voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée? Ou alors je continue mon chemin sans rien demander à personne. Effectivement, on va parler du centre culturel. Où est-ce qu'il en est? De quoi sera fait le centre culturel? Où est-ce qu'il sera situé? Quelles seront les activités? Parlez-nous un peu du centre culturel. Le centre culturel Djilo. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? S'appelle le centre culturel Djilo. Djilo, c'est Djanga. J pour Jeanne, D pour Djanga, J pour Jeanne, L-O pour Louise. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Effectivement. Et maintenant, je vais me servir moi-même. D'accord. Alors, justement, il est situé à Bangui, Douala 5e. J'ai voulu cet environnement, j'allais dire idyllique, oui, parce il y a une vue magnifique sur le fleuve Vouri. Vous voyez, je continue à poétiser. Il y a une vue magnifique sur le fleuve Vouri. Il y a également des oiseaux qui chantent. C'est un environnement qui est propice justement à la réflexion, à la création artistique. Et dans ce centre culturel, il existe déjà de manière virtuelle et dans le sens des activités. Oui. Même, non, je rectifie. Le centre culturel est là. Il y a des locaux. Il n'est pas terminé parce qu'il est encore en chantier, évidemment. Je suis en train de mettre en place des studios pour héberger des séminaristes, des gens qui vont venir faire des séminaires. Oui, des séminaires, des résidences d'écriture. Des résidences d'écriture, des séminaires. D'ailleurs, au mois de janvier, du 8 au 15, il y a l'Africain. Oui. On doit l'Africain, c'est l'Africain on doit. Oui, il a là. Alors, il est un conteur extraordinaire qui m'a émerveillé avec son équipe qui est en train de créer, qui est en train de faire une création artistique qui s'appelle Le Chemin, Zen, Le Chemin. Et il m'a demandé, il a besoin d'un cadre sans stress pour créer. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est fait pour ça. Voilà. Viens, tu seras le bienvenu. Dans le centre, organise des cafés littéraires. Le centre culturel d'Ilo héberge les artistes. Tout cela gracieusement. Parce que nous avons, surtout les conteurs, tous ces métiers, vous savez, qui n'ont pas pignon sur rue. Il faut les soutenir, vraiment. Donc, il y a des activités. On a même mis en place une chorale. Mais évidemment, la chorale. Quand les gens nous entendent chanter, c'est quelle église? Et bon Dieu. Voilà, bon Dieu, je dis bon Dieu. Mais franchement, nous aimons chanter tout simplement. Et la chorale s'appelle Pour l'amour du chant. Mais les gens sont convaincus que c'est une église de réveil. D'accord. On a beau leur expliquer que non. C'est pour quelle église? Non, ce n'est pas une église. C'est quelle étude biblique? C'est l'étude biblique à tel point qu'une fois, bah, vous allez rigoler. Je passais avec ma bonbonne d'eau minérale. Quelqu'un me demande, madame, c'est de l'eau bénie? Alors, on me donne des pouvoirs que je n'ai pas. D'accord. Je n'ai pas la capacité de bénir l'eau. Pas encore. Je vous dirai quand ce sera possible. D'accord. On va lire quelques messages. Bonsoir, madame Djanga. Un livre sur la culture Ewodi. C'est une question, je sais, ça veut dire quoi, la culture Ewodi? Ewodi, donc je suis Ewodi, donc on nous appelle Ewodi. Ça, c'est en langue douala, mais normalement, on nous appelle Oli. Ah, d'accord. C'est donc l'endroit où je suis originaire, donc on parle de ça. Et ça fait appel, un livre sur la culture Ewodi, ça fait appel aux traditions. Ça fait appel à beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Vous savez, il faut savoir être modeste. Il faut être humble, plutôt. Quand on ne sait pas, il vaut mieux apprendre. Je ne vais pas me lancer dans l'écriture sur les traditions Ewodi, alors que moi-même, je ne suis pas aguerrie
à ce propos-là. Vous n'êtes pas très à même de pouvoir justement développer un livre en cette langue. Non, je peux, attendez, je peux le faire, mais il faut vraiment que je me pose et que je me rapproche des chefs traditionnels, des personnes qui connaissent, qu'ils savent. Moi, j'invite les gens qui veulent que j'écrive un livre sur la culture Ewoudi à se rapprocher de moi. Mais dire que moi, Jeanne-Louise Djanga, je peux toute seule le faire, je ne peux pas. Appelez-moi si vous en êtes capable. Vous savez que c'est pas forcément les personnes... on peut ne pas être originaire d'une région et écrire sur cette région-là. Donc moi, en tant qu'Ewoudi, je veux bien. Mais j'ai besoin d'avoir des personnes ressources qui me guident dans cette démarche-là. Bon, une autre question qui vient de M. Marcus Mandeki. Que pensez-vous du festival Ngankam? Alors, c'est le festival qui a lieu à Yabassi, hein, du 20 au 27 novembre. J'y serai d'ailleurs. C'est une initiative extraordinaire. Vous voyez, ça signifie que les peuples qui se ressemblent veulent s'assembler. Et c'est une très bonne initiative pour la culture. Parce que je suis d'une CAM. Hein. Ah, vous êtes d'une CAM, d'accord. Les Ewoudi sont d'une CAM, effectivement. Après, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'est vraiment, nous sommes d'une CAM. Donc, ça fait partie de mon histoire. Et vous voyez, à travers ce festival Ngankam, qui aura lieu donc à Yabassi, du 20 au 27 novembre 2021, là, dans quelques semaines, je vais apprendre beaucoup de choses. Et c'est en apprenant, n'arrêtons jamais d'apprendre. Ce festival va justement me permettre de faire, d'apprendre et pourquoi pas donc justement de me rapprocher, de rencontrer les chefs traditionnels, de rencontrer des personnes ressources qui vont effectivement me donner des billes pour pouvoir écrire ce fameux livre dont on me réclame. D'accord. Bon, maintenant on sait que vous êtes aussi une femme politique, alors on va parler de politique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'AFP, l'Alliance des forces progressistes? L'Alliance des forces progressistes, qui est dont le président est M. Cyril Sambaka. Je suis la vice-présidente nationale chargée du littoral. C'est très intéressant. Pourquoi? Quand je dis chargée du littoral, ça vaut son pesant d'or. Hein. Ça veut dire que nous avons décentralisé. Chaque région a un vice-président ou une vice-présidente et peut travailler de concert avec les populations. Il y a une proximité qu'on va faire valoir. Il y aura des coordonnateurs nationaux. Avec ces personnes-là, on pourra être au cœur même des populations. Et nous pourrons échanger avec elles, travailler. Elles pourront également nous dire leurs préoccupations. Parce que c'est le quotidien qui est important. Voyez, c'est le quotidien. C'est chaque jour. Qu'est-ce que je fais? Hein? Comment mon enfant va à l'école? D'ailleurs, je disais à un ami dernièrement à Paris, j'en ai marre des grands discours. Oui, avec des grands mots, vous savez, pour un peu de pédantisme, etc. J'en ai marre. Je lui dis, moi, quand je suis au quartier à Bangui, je vois la voisine qui passe, elle me salue. Ma, bonjour, je vais au marché. Ok, prends-moi la tomate, tout ça. Ouais, ma, je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire? Mais je n'ai même pas 100 francs pour prendre la moto. Avant que de parler de grands projets, on parle du franc CFA, etc. Le petit peuple, celui qui se bat tous les jours, qui se lève le matin, qui compte des pièces, est-ce qu'on se préoccupe de ces personnes-là? On va tout de suite chercher très très loin. Donc l'AFP, justement l'Alliance des forces progressistes, donc même au niveau des termes, alliance, union, adhésion, communion, force, on a besoin de donner de la force, d'insuffler cette dynamique, d'impulser des choses. Et surtout, le fait d'avoir justement les vice-présidents, ça désacralise les fonctions comme celle-là. Parce que quand on dit vice-président, on a l'impression que on est en haut. On ne peut même pas les rencontrer. C'est ça en fait, hein? Dans l'imaginaire populaire, quand on est vice-président ou président, ah non, c'est des intouchables. On ne peut pas les approcher. C'est des grands types. Non. Justement, non. Le fait que l'organisation de l'AFP soit ainsi faite, c'est pour promouvoir justement cette proximité avec les populations, pour qu'elles deviennent des citoyens à part
entière. D'accord. Voilà. Quelle est l'idéologie aujourd'hui avec cette réforme de l'AFP? Ben, je viens de le dire, nous avons une vision très éclectique. Voilà. Et une vision surtout culturelle. Le président national, M. Cyril Sambaka, en parlait d'ailleurs dans les médias en parlant d'authenticité, en parlant d'appropriation des valeurs ancestrales, en passant par les chefferies. Il faut revaloriser les chefferies, qui sont la mémoire. C'est eux qui savent où sont enterrés nos placentas. C'est très très important. Donc cette authenticité-là, nous devons la préserver. Cette transmission, nous avons un devoir de transmission de nos valeurs. Et justement, le président national, M. Cyril Sambaka, il le disait. Il disait qu'à partir de ça, que chacun pourra s'approprier son histoire et on verra que finalement nous sommes tous frères. Donc toutes les problématiques de tribalisme, ce qu'il y a autour, toutes ces problématiques n'auront plus aucun sens. Quand vous allez comprendre que, mais cette personne qui me parle là, mais nous venons de là-bas, nos ancêtres sont passés par là, et par suite de tous les chamboulements, les découpages administratifs, on a été séparés. Vous vous rendez compte, le Cameroun, on nous appelle encore crevettes. Le Cameroun, parce qu'un certain monsieur Fernando Po, vers les années 1472, avec ses marins, sont arrivés au Cameroun, on dit Rio dos Camarouèche, l'arrivée aux crevettes. Et il est content, et nous sommes contents, et depuis, ben, le Cameroun s'appelle crevette. Je ne suis pas fier qu'on m'appelle crevette. Il y a des pays comme la Haute-Volta, qui est devenu le Burkina Faso. Ouais. La France s'appelait la Gaule. Les Romains tapaient, excusez-moi le terme, les Romains tapaient les Français. D'ailleurs, on parlait de civilisation gallo-romaine à l'époque. Voilà. Les Romains, les Français n'étaient pas libres. Mais une fois que, justement, la France s'est libérée du joug des Romains, la première chose qu'elle a faite, c'était de changer de nom. De la Gaule, elle est devenue la France. Vous comprenez? Donc même déjà au niveau du nom de notre pays, il y a un problème. Donc il faut qu'on explique aux enfants qu'avant que Fernando Po n'arrive et ne débarque chez nous, ben, on avait une identité. D'accord? La langue, nos langues. La France a mis en place une langue. Vous savez, il y a les Bretons. Hein? Oui, en Bretagne. Il y a des Bretons. Il y a de la France aussi. Il y a des, justement, il y a des langues qui diffèrent aussi, justement. Mais ça n'empêche qu'on a une langue pour se comprendre. Les ch'tis aussi. Les ch'tis, voilà. Le Nord. Voilà. Chacun a sa langue. Mais il y a une langue pour véhiculer les messages. Une langue pour se comprendre. Donc, un peuple, une langue, une nation. Quand on parle de français, c'est les Français. Et on sait qu'on parle le français. Maintenant, ça n'empêche pas qu'à côté, tout autour, il y a des langues nationales que l'on peut promouvoir. Donc, on ne peut pas, dès le départ, déjà fausser les enjeux en continuant à s'appeler crevettes, alors que, normalement, nous devrons retrouver notre authenticité avec des anthropologues, avec des historiens. Il y a beaucoup de spéléologues. Donc, selon vous, on devrait changer la dénomination du nom Cameroun? Dans la logique. Parce que tous les pays, parce qu'on ne peut pas garder un nom qui nous rappelle chaque fois que c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a trouvé. Pour que vous gardiez votre authenticité, c'est votre père qui vous donne votre nom. Vous vous appelez pareil. C'est votre nom. C'est vos ancêtres, vos parents, comme je m'appelle Djanga. Oui. Je vais m'aller plus loin dans cette réflexion-là. Vous savez, quand vous donnez votre lignée, on voit bien que c'est des noms typiquement africains. On ne peut pas continuer à garder les noms. Il faut en fait une prise de conscience. Oh, je sais que les Camerounais sont prêts à l'entendre. Vous savez, il faut partir de la base. D'ailleurs, nous avons le lancement des activités le 13 novembre à Douala, à la Chaumière, effectivement. Et j'aurai l'opportunité de m'exprimer. J'ai donc la confiance du parti pour que je puisse m'exprimer sur la vision culturelle justement du Cameroun. Comment valoriser les génies aussi, hein? On voit bien qu'il y a une obsolescence perpétuelle des génies. Les gens qui ont du talent, j'en parlais encore tout à l'heure avec des amis, les gens qui ont du talent ne sont pas valorisés.
Et comment on valorise quelqu'un? C'est pas parce qu'il a des diplômes de l'école de Jules Ferry, où on est sclérosé avec un enseignement dont on ne comprend même pas grand-chose. Vous comprenez ça? Moi, je veux un enseignement, on m'apprenne la culture africaine, d'où je viens, pour mieux appréhender, d'où je viens pour appréhender où je vais. Justement, c'est facile de dire, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est pas en continuant à rester crevettes que nous allons nous approprier notre histoire. D'accord. Commencer à la base. Alors, on parle de l'AFP, nous sommes en politique toujours. On parle aujourd'hui de l'AFP qui est réformée et qui dit sont centristes. Encore, qu'est-ce que vous pensez des centristes en général? Et puis l'AFP serait notamment un parti centriste. Qu'entendez-vous par centriste? C'est toujours des termes qui viennent d'ailleurs. Je veux dire que si je suis en tant que littéraire, quand on parle de centriste, ça vient du mot centre. Oui. On est au centre. On n'est pas encore à la canne, là, balle au centre. Non, mais c'est dans mes recherches que j'ai pu trouver ça. Il paraît que l'AFP aujourd'hui est centriste. Aujourd'hui? Oui. Et hier, hier on est sur le président, là, avec un nouveau président national et avec de nouvelles personnes qui sont arrivées avec une nouvelle idéologie. On parle de centrisme aujourd'hui. Pour moi, tout ce qui est, tous ces termes-là, disons que n'ont pas comment dirais-je, de raison d'être de façon claire. Mais on aura l'occasion de repréciser cela. Tout ce que je sais, c'est que la vision de l'Alliance des forces progressistes, d'ailleurs, je terminais avec progressiste pour dire qu'il y a une notion de progrès. D'accord. Voilà. Que la vision que nous avons, c'est une vision d'une politique de proximité avec les populations. Une politique de décentralisation, justement. De décentralisation où on démystifie, on désacralise les fonctions. Parce que aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que quand on a un poste, on est intouchable. Non, de toutes les façons, tous les postes, toutes les fonctions sont des fonctions éphémères. En principe, évidemment. C'est éphémère. C'est-à-dire que on vous nomme à un poste, c'est pour que vous fassiez ce que vous avez à faire, et après, vous dites au revoir et vous partez. Parce que si vous perdurez, vous accaparez un poste pendant longtemps, évidemment, elle devient votre chose. Et vous ne pouvez pas vous en défaire. Et justement, le président national, M. Cyril Sambaka, est élu pour 4 ans. Renouvelable. Une seule fois. Une seule fois. Voilà. Et vous voyez par rapport à l'alternance, le nombre de présidents qui sont passés à l'AFP, c'est ce qui m'attire dans ce parti. C'est que c'est un parti d'ouverture. Si centriste, effectivement, veut dire cela, eh bien, j'adhère. Si centriste veut dire le nombril, qui est le centre, c'est-à-dire que on l'a dans les tripes, on aime son peuple. On l'a dans les tripes parce que vous savez que la distance qu'il y a entre le nombril et la tête, et le nombril et les pieds, les distances sont égales. Donc, si centriste veut dire que nous sommes au centre, nous sommes au cœur des populations, nous sommes là pour servir et non pour sévir. Et ça, c'est... D'ailleurs, la devise, hein, c'est vraiment la devise de l'AFP, démocratie, justice et patrie. Voilà. C'est très fort. D'accord. Aujourd'hui, on parle de fédéralisme communautaire. On a notamment un président de parti qui va sortir un ouvrage qui parle de fédéralisme communautaire. Qu'avez-vous justement comme appréciation ou bien que pensez-vous de cette expression? Je suis très contente que les politiques écrivent des livres. C'est quelque chose qu'on voit dans d'autres pays. Tous les hommes politiques écrivent des livres ou ont des nègres, entre guillemets. C'est-à-dire des gens qui écrivent pour eux. Mais ils doivent expliquer ce qu'ils font. Ils doivent expliquer leurs pensées. Mais avec des termes que les populations comprennent. Dites-moi, allez dire à votre grand-mère au village, c'est quoi fédéralisme communautaire? On va comprendre quelque chose? Non, enfin, je ne sais pas, c'est vous qui posez des questions. Je veux simplement vous poser la question. Allez voir votre maman au village, vous demandez-lui, maman, c'est quoi le fédéralisme communautaire? Donc, en fait, on écrit des livres pour
des personnes qui ont un certain niveau de compréhension ou pour la population camerounaise, vraiment. Mais on dit souvent la littérature est élitiste aussi. Hein? On dit qu'elle est élitiste. Donc nous devons la rendre accessible à tous. Il faut que tout le monde comprenne et explique ce qu'on veut dire quand on sort des grands mots. Écoutez, on se rend compte qu'il y a de plus en plus des replis identitaires. Oui. Chaque ethnie veut se valoriser. Et ça devient comme une guerre, comme un pugilat. C'est dommage. Parce que nous sommes issus normalement d'un même père, d'un même mère. Si on veut comprendre les origines de terre. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. Et j'aime à le dire, tout finira également en Afrique. Voilà. Donc maintenant, il y a un tribalisme vicieux qui s'est installé et qui est désolant. Mais tout cela est dû aussi au manque d'infrastructures. Quand on va rapprocher les peuples par la technologie, vous verrez que tous ces problèmes, aujourd'hui, on parle de tribalisme, on parle de repli identitaire, tous les grands mots des intellectuels, tous ces mots vont disparaître. Je disais tantôt que à Paris, il y a quelques années, il y a 20 ans, quand j'allais à Montpellier, je mettais 5 heures. Aujourd'hui, quand j'y vais, je mets 3 heures avec le TGV Méditerranée. Quand on me dit, moi j'étais en Kolo Toutou, je vous mets au défi de mettre Kolo Toutou sur une carte du Cameroun. Je vous mets au défi. Je l'ai fait. C'est par 100 000 Quand on m'a dit que j'y allais, j'ai dit, il faut d'abord prier. Il faut que je me concentre et que je visualise l'endroit où je vais. Si j'y suis allé, un magnifique endroit, mais c'est pas tous les jours que je vais y aller. Dommage, parce que j'ai envie d'y retourner. Mais quand je vois le trajet que je dois parcourir pour aller à Nkolo Toutou, c'est la croix et la bannière. J'étais à Grand Batanga, ça va mieux. Mais quand je dis ça va mieux, parce qu'il y a une route qui est à peu près potable, il faut que je parte très tôt le matin, 5 heures, 6 heures pour aller de Douala à Kribi. Tout cela pour dire que quand vous voyez les parents, par exemple, qui disent « Oh mon Dieu, ne te marie pas avec quelqu'un qui est quelqu'un de l'Ouest, par exemple. Ou là là, qui habite loin, là-bas dans les montagnes. » C'est toujours l'imaginaire. Hein? On n'a jamais été là-bas. Enfin, les gens n'ont jamais été, pratiquement. Mais ils vont vous dire « C'est très très loin. Mon Dieu, tu vas aller là-bas. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer là-bas. Qui va venir même te voir ?» Mais ça sera réglé très facilement si on nous mettait des trains express, des TGV, des trains rapides. Ça va rapprocher les populations. Et qui dit rapprochement des populations, effectivement, dit meilleure communication, meilleure connaissance de l'autre, moins de préjugés également. Parce qu'à ce moment-là, aller d'un point A à un point B, ce sera beaucoup plus facile et les distances ainsi réduites vont permettre aux Camerounais de se retrouver, de se rencontrer. Tant que nous n'allons pas comprendre cela, même par rapport à la lecture, on lit dans le confort des transports. Qui a encore le temps de lire à la maison? C'est peut-être le soir, hein, quand on va, par exemple, se coucher, parce que la lecture est un très très bon somnifère. Je ne vous apprends rien, c'est un très très bon somnifère. D'ailleurs, je disais dernièrement que les écrivains devraient faire partie des professionnels de santé. D'accord. Oui. Mais c'est aussi une thérapie. Par rapport au bienfait, c'est une thérapie. La musique, c'est bien, il y a bien la musicothérapie et tout. Bien sûr. Tant que, donc, on n'aura pas compris que on lit dans le confort des transports. Quand on va travailler, on a 1 heure de trajet. Eh bien, on prend un livre, on peut lire. Mais quand on est rassuré, quand on a la paix psychologique. Donc, tout est lié finalement. Je demande simplement qu'on croit moins en la magie et qu'on croit plus en la technologie. La magie, la sorcellerie. Si la sorcellerie existait, vous allez crier, je sais qu'on va tomber sur moi parce que c'est tellement ancré. Mais moi, c'est pas la sorcellerie, j'ai pas fait de sorcellerie pour construire le centre culturel. Hein. Pas de mysticisme, ni de non, mais je veux dire, j'aurais bien voulu dire, en tant que sorcière, paf, centre culturel, sort de terre.
Ça se saurait, hein, vous savez. D'accord. Ça, on pouvait le faire. Ok. Donc, le fédéralisme communautaire, il a expliqué, je n'ai pas encore eu le plaisir de lire ce livre. Il n'est pas encore sorti, il a été annoncé déjà. Il est annoncé. Il va sortir, oui. Voilà. Donc, quand je le lirai, mais beaucoup de gens en parlent comme si, comme si ça avait déjà Ça lu revient beaucoup ce dans les livre. conversations, notamment dans le milieu politique aussi. Et Non, puis, il y a eu justement en gestation une sorte de tribalisme, un pseudo-tribalisme, parce qu'on sait quand même que les Camerounais, on vit quand même depuis longtemps avec plusieurs communautés. On n'a pas besoin peut-être de ça. Alors, nous allons passer à la seconde rubrique, qui est la rubrique découverte, avec le concours de la régie. Bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Info TV. Bonjour à toi Odile. Alors, l'occasion m'est donnée ce jour de parler de Jean-Louis Dianga, qui a été un ancien collègue. Nous nous connaissons déjà depuis 20 ans, plus de 20 ans. Nous avons été collègues dans une même entreprise où justement elle devait me remplacer sur un poste de responsable en tant que manager d'un service client. Il est vrai que la présence d'une femme au poste de gestion d'un service client n'était pas la chose la plus aisée à l'époque, d'autant plus que il y avait une équipe d'hommes, une équipe de 15 personnes, donc une dizaine d'hommes, et il fallait donc faire preuve de courage, de doigté pour pouvoir amener les équipes à pouvoir suivre et respecter l'autorité des hommes. Jean-Louis a su le faire. Et puis on lui a confié un certain nombre de responsabilités. Il était en capacité de faire du reporting, du redimensionnement, ainsi que de sortir des KPI pour fournir des éléments attendus par la clientèle, puisqu'on était implanté chez le client. Qu'est-ce que je peux rajouter à cela? Avec le temps, elle a progressé au sein de l'entreprise pour justement encadrer un certain nombre de personnes, des managers intermédiaires pour justement encadrer des équipes plus grandes. Voilà, c'est une femme aux qualités multiples et diverses. Son management dont j'en ai parlé, sa capacité à innover dans le travail qu'elle a fait, qu'elle a su faire, ont permis justement lui ont permis de gagner la confiance de ses responsables. Et comme c'est une femme de talent, elle a su créer également autour d'elle un réseau de personnes qui l'ont fait voyager énormément sur d'autres activités, comme entre autres la littérature, puisque avec le temps elle est devenue un écrivain ou une écrivaine chevronnée, puisqu'aujourd'hui elle est en capacité de vivre de son art. Voilà, c'est une personne très attachante, très dynamique et qui a, comment dirais-je, un abord très facile et qui a la capacité justement de se remettre en cause et qui ne renonce jamais. Voilà ce que je peux dire aux téléspectateurs d'Info TV. Merci pour cette occasion. Merci à vous, Odile, et à toute l'équipe. Et puis, au plaisir, dont je suis Serge Ngunga, un ancien collègue et ami de Jean-Louis Dianga. Merci. Alors, on a Monsieur Serge Ngunga qui vous rend hommage et qui parle justement de votre collaboration en tant que collègue. Alors, que pensez-vous de cette peut-être marque de considération? Mais écoutez, c'est extraordinaire parce que, vous voyez, j'ai une autre casquette aussi. Hein, c'est que mon boulot alimentaire, c'est d'être responsable des unités commerciales, des relations clients. J'ai beaucoup travaillé pour les grands comptes, les grandes sociétés. Vous voyez, parce que l'écriture était juste un hobby. Je ne la vivais pas encore. Alors, il fallait quand même faire bouillir la marmite. Hein. Donc, j'ai commencé à travailler. Donc, et effectivement, les responsables, la direction a tout de suite décelé que j'étais capable, que j'avais suffisamment de charisme, hein, en fait, pour gérer les hommes. C'était terrifiant. Vous voyez comment les hommes sont machos. Comme j'étais une femme, ils m'ont fait la misère. C'était incroyable. J'avais des terrains en troubleshooting tout le temps. Des conflits. Ils venaient en retard parce qu'effectivement, quand vous êtes chez un client, par exemple, pour travailler, pour mettre en place justement une stratégie de développement d'une marque, mais le client ne va pas voir les chargés de clientèle. Hein. C'est à vous que le client demande des comptes.
quelqu'un qui va arriver en retard, il va vous dire, ben, je m'en fous. Il sait que c'est moi qui devais assumer. Donc, j'étais tout le temps en train de les remettre, de les débriefer, redébriefer. C'est assez pénible. Et c'est là où je leur dis aussi merci, quelque part. Parce que c'est grâce à cela que j'ai pu également être dans la résilience. Aujourd'hui, je peux surmonter des chocs et ne pas me laisser abattre. Et puis, je n'ai pas peur de recommencer. D'accord. Je n'ai pas peur de tomber. J'ai plutôt peur de ne pas me relever. Et je me relève toujours. Sauf le jour où je tomberai, enfin pour toutes. Mais je n'ai pas peur. J'ai peur de très peu de choses dans la vie. Finalement. On sait que vous êtes une femme engagée selon vos dires. Alors nous allons passer à la seconde vidéo. C'est une grande chaîne que je suis. Et j'ai été très surpris que une amie d'enfance, une sœur, lui demande un reportage par rapport à elle. Bien, je vais essayer de vous parler sommairement de Jean-Louis Djanga. J'arrive à Garoua, nous étions en 1978. Son père, trésorier général payeur de la ville, à l'époque c'était encore la province du Nord. Sa mère, Madame Djanga, ma mère, la femme qui m'a ouvert le premier compte, elle travaille à Biao. Et là, nous nous sommes noués d'amitié parce que nous étions dans la même enceinte. Moi, j'étais déjà dans une école de formation. Jeanne faisait 4e. Mais alors, elle dégageait une très grande personnalité. En 4e déjà, au lycée, elle avait ce charisme. Elle aimait bien danser. Et dans le Nord, la danse, c'était pas une affaire de femmes. Bien, notre relation, un jour j'arrive, je débarque, je viens d'être muté sur Garoua, pas muté, puisque notre école avait une seconde section là-bas. Nous avions un ami en commun, c'était même leur camarade du lycée, lui était au lycée technique, c'était Kamel, d'origine libanaise. C'est lui un jour qui me dit, bon, Kazi, voici mes amis ici, voici Louise, voilà comment il me l'avait présenté. Mais Louise, très jeune qu'elle était, mais tellement très vaillante. Elle est en 4e, mais au lycée, c'était déjà une artiste parce que la dame qui était prof de gym lui confiait de grandes tâches lorsqu'il y avait des ballets. Et voilà donc comment est-ce que nous cheminions ensemble dans... Moi, je suis sportif, elle aimait bien la danse. Mais alors là, quelque chose qui n'arrêtait jamais, elle faisait comme elle voulait. Elle avait ce charisme. Quand elle voulait faire quelque chose, elle le faisait franchement sans détour. Je me souviens bien de la fête de mon école. Je l'ai invitée. Sa sœur aînée était déjà plus timide qu'elle. Elle, quand elle disait à sa mère, parce qu'elle avait trop de complicité avec maman. Quand elle disait, maman, je voudrais faire ceci, elle le faisait. Bref, après ça, moi je pars, je redescends dans le sud, on se retrouve, voilà, son père est affecté, elle va en... Alors, on a monsieur Casimir Abessolo qui raconte justement vos péripéties dans l'enfance, ce que vous faisiez. Il parle de Garoua, entre autres. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Alors, effectivement, mon père a été affecté, il était fondé de pouvoir au trésor à Douala, au trésor de Douala, et mon père a été affecté à Garoua. Bon, nous sommes partis à Garoua. C'était loin hein, pour nous, c'était vraiment quelque chose de... Le Nord Cameroun, on ne connaissait pas, voilà. Arrivé à Garoua, donc je suis inscrite au lycée de Garoua. Et dans l'enceinte de l'école, du lycée, pardon, il y avait le SNEPS. Et on regardait tout le temps, à travers les fenêtres, à travers les boucarous, on regardait les gars du SNEPS faire du sport. Et on se moquait d'eux parce que les barres fixes, là, c'était pas évident. Il fallait... Et je voyais Casimir Abessolo qui peinait, mais bon, qui s'en sortait, hein, puisqu'il était en formation. Et nous avons sympathisé. Les fêtes de l'école, forcément, étant dans les mêmes locaux, enfin, la même enceinte, nous avons sympathisé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes restés en contact. J'ai quand même fait 6 ans à Garoua avant de revenir à Douala. Et mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas pu parler la langue Fulfulde que j'adore. C'est une très très belle langue.
Et toutes mes copines qui étaient parlaient, bon, on était aussi au plateau, on était un peu, voilà, dans un cocon enfermé, entre guillemets, et on ne parlait pas. Quand tu dis que je suis vaillante ou que, il faut dire que c'est bon, un des traits de mon caractère, c'est que quand j'étais petite, en fait, je la faisais qu'à ma tête. J'avais horreur qu'on me dise ce que je dois faire. Je préfère qu'on me propose des choses. J'aime le dialogue. Voilà. Et quand on m'impose quelque chose, je me braque. Et ça, c'est un trait de caractère. Bon, je le dis comme ça, mais discutons. Proposez-moi quelque chose. Je donne mon avis, vous donnez le vôtre et on trouve un consensus. D'accord. Ok, d'accord. Nous allons passer maintenant à la dernière vidéo, celle de votre sœur. Bonjour, talent de femme. Je suis Olive Dianga, la sœur de l'écrivaine Jean-Louise Dianga. Nous avons grandi ensemble. C'est vrai, elle est partie très tôt en France. Mais depuis notre tendre enfance, Louise, comme nous l'appelons affectueusement, est quelqu'une de très dynamique. Très dynamique, vraiment. C'est une personne qui ne se décourage pas facilement. Donc, nous avons grandi dans une ambiance artistique. Et c'est elle, Louise, qui a pris ce talent artistique à bras le corps. Chacune de nous a une onde d'artiste venant de papa. Mais c'est celle vraiment qui a voulu réaliser cela. Elle écrit depuis qu'elle est petite. Toute jeune, elle faisait du tricot, dont les premiers châles qui ont été portés dans la famille. C'était elle, Jean-Louise, qui les faisait. Et ce n'était pas des tricots, c'était des châles vraiment avec lesquels les mamans, les grands-mères et tout ça là. Elle a commencé comme ça son entrepreneuriat. Papa voulait qu'elle soit avocate parce qu'elle avait une très belle façon de s'exprimer. Elle a plutôt voulu être artiste. C'est comme ça qu'elle a fait de la danse à Paris. C'est comme ça qu'elle a ouvert une école à Paris où elle formait des jeunes blanches et la danse africaine. Louise est quelqu'un de très dynamique. Dynamique vraiment. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Elle est toujours avec les gens. Elle n'est jamais seule. Et moi, sa première qualité que j'apprécie vraiment chez elle, c'est son manque de peur. Lui n'a peur de rien. C'est-à-dire, elle est prête à aller au fin fond dans le Cameroun profond quand elle a quelque chose de valorisant ou de valeur à faire à cet endroit. Pour vous dire que Jean-Louise Dianga, ce n'est pas juste une femme qu'on voit. Vous vous rendez compte? Une femme qui se lève et décide de construire un centre culturel avec ce que tout cela représente au Cameroun ou à Douala, où dès que c'est une femme qui veut faire quelque chose, oh là là, en pensant que nous sommes au courant, on ne connaît rien, on ne connaît pas les prix et tout ça du matériel. Ah, non, elle s'est levée, elle a commencé et voilà le résultat. Sincèrement, c'est quelqu'un à féliciter. C'est un exemple pour les femmes, c'est un exemple pour la jeunesse féminine, un exemple pour nous-mêmes, les sœurs. Moi, elle et moi, on nous appelle dans la famille les jumelles. Nous sommes les jumelles, on a beaucoup de points de ressemblance, mais
chacune a son domaine. Et souvent, j'essaye de voir si je peux tirer un peu de ce dynamisme-là. Tirer un peu de ce dynamisme-là. Tout ce que je demande, c'est que elle continue à être comme ça et qu'elle ait de la relève, surtout. Parce que tu peux te battre toute ta vie et puis tu n'as pas de relève. C'est ça qui est un peu choquant. Mais je sais qu'elle a ses enfants, elle a les enfants dans la famille qui suivent de près tout ce qu'elle fait. Donc on lui souhaite juste beaucoup de courage, on lui souhaite juste beaucoup de volonté et que le Seigneur lui donne toujours cette force-là. Alors, on a votre sœur qui parle de votre détermination. Vous ne baissez jamais les bras. J'ai eu de la chance d'avoir un père avant-gardiste qui ne faisait pas de différence entre les garçons et les filles. On voit tous les jours dans les familles, les gens, les parents valoriser plus les garçons que les filles. Parce qu'on se dit que la fille va partir, elle ira en mariage. Parce que finalement, on se dit que c'est la femme, on l'élève dans cette optique d'être une bonne mère, une bonne épouse. Une femme qui fasse des enfants. C'est tout. Or, notre père a dit non. Il nous a dit, mes filles, il nous a rassemblés. Les garçons, on a 2 frères. Hein. Il nous a rassemblés. Il a dit aux garçons, il a dit aux filles, vous êtes tous pareils. Tout ce que je vais vous laisser, c'est d'ailleurs pas grand-chose, hein, puisque de toutes les façons, avec les postes que mon père a eus, à l'époque, c'était encore l'intégrité, on ne voulait pas. On aurait pu, en tant que trésorier payeur général, aujourd'hui même on ne veut même plus, on vous donne. Mais à l'époque, nos parents étaient d'une telle intégrité que je peux dire aujourd'hui, si je construis le centre culturel, j'aurais dû être une rentière, avoir plein d'argent, directeur comptable et financier à la Sonnelle, etc. Donc, c'est quelqu'un qui avait une notion d'intégrité. Il nous a élevés, filles comme garçons, de la même manière. Il a prévenu les garçons en leur disant, je ne veux pas de brimade pour les filles. Contrairement aux familles. Aujourd'hui, on dit, ah, vous n'avez rien, vous les filles, parce que c'est les garçons qui sont là. Il a dit jamais de la vie. Oui. Et il a préparé son départ. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et c'est ce qu'il faut faire. Je lui dis infiniment merci. Donc, effectivement, il nous a élevés comme des garçons. Maintenant, chacun a pu faire parler son talent à sa façon, parce que quand elle parle d'artiste, elle-même, elle est. Ah, d'accord. Nous sommes, parce que mon père faisait du théâtre aussi. Ah, d'accord. Oui. Pourtant, c'était un financier, c'était un comptable de l'État. Mais, étant jeune, il a fait beaucoup de théâtre. Donc, quelque part, il a transmis cette fibre artistique-là. Eh ben, ma sœur, elle est choriste, elle est soliste principale de chorale. C'est parce qu'elle n'a pas poussé plus loin. Je lui dis souvent, écoute, dans l'entrepreneuriat, tu peux faire quelque chose avec la voix qu'elle a. Notre mère est une chanteuse également. Notre mère elle est cadencière, choriste, soliste, etc. Juste pour dire que quand j'avais 11-12 ans, vous savez, mon père, il me disait, prends l'avion, tu vas à Yaoundé, ça veut prendre un dossier. Tu vas voir tel ami. J'étais encore toute jeune. Il voyait qu'il avait peur de rien. Et je partais et je revenais avec ce qu'il m'avait demandé. Il me mettait dans l'avion et je partais. C'est extraordinaire. Je ne peux pas finir par rapport à l'entrepreneuriat. C'est vrai, le tricot, j'avais oublié cette partie de ma vie. J'avais une voisine, je crois que ça s'appelait Antoinette Sanzouangou. On habitait à la rue Ivy à Bonanjo à l'époque. La première maison après la boulangerie Herman et tout. Et ma voisine, donc, elle savait tricoter. Et moi, je suis curieuse, touche à tout. D'ailleurs, mon parcours est un peu éclectique, hein, je le prouve. Et je vais donc sur Antoinette un soir, elle m'apprend à tricoter. J'oublie le temps, je rentre chez moi tard le soir. Je me prends un baston, pas possible. Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? Et je viens un jour avec un beau châle. J'offre à ma mère. Elle a fondu en larmes. Elle dit, c'est ce que je dis, voilà le cadeau que je te préparais. Et ses copines l'ont vu porter le châle. Tout le monde a voulu le même châle. J'ai commencé à gagner. Mon premier, attendez, j'étais au cours moyen 2 quand même. Hein. Au CM2, j'ai commencé à gagner mon argent. Madame, pareil.
Casimir Abesolo est à Mbam. Et dans Mbam, Serge Ngunga, c'est un gars Bamoun qui vit à Paris. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire, faire comprendre par là? Bien sûr. Je suis une fille Eodi. Nous sommes 3 personnes venues entre Mbam et Fumban. Il y a une bonne distance. Effectivement. Et Eodi. Ces problèmes de tribalisme viennent d'où? Moi, je ne connais pas ça. D'accord. Les personnes qui interviennent viennent d'horizons diverses. Voilà, oui. Voilà, effectivement. Voilà. Nous allons prendre donc la dernière rubrique avant que l'émission se termine. C'est le quiz. Sur Talent de femme avec le quiz. En fait, le quiz, c'est justement une rubrique qui parle d'autres faits de société, notamment qui ne concernent peut-être pas vos activités. Alors, je vais prendre la première question. Que pensez-vous de la médecine traditionnelle améliorée? De toutes les façons, les Camerounais n'ont pas les moyens de s'abonner à une pharmacie. D'accord. Donc, il faut développer nos plantes. D'ailleurs, je me soigne beaucoup avec les plantes. Je fais de la prévention, on va dire. Je ne me soigne pas avec les plantes. Phytosanitaire, voilà. Les écoutez, plantes, je prends de l'aloe vera. Ah, d'accord. J'en bois, je me lave avec mes cheveux. Tout, je vis aloe vera tous les jours. Le moringa, j'en prends tout le temps. Et sans compter tous les macépous, toutes ces plantes-là. Et je les plante chez moi. C'est chez moi. Donc la médecine traditionnelle est très très importante. Et justement, dans le programme de l'AFP dont on parlait tout à l'heure, de l'Alliance des forces progressistes, ça fait partie de la culture, d'autres cultures. Et donc justement, on en parle parce que notre vision, c'est vraiment notre ancrage traditionnel. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de stratégie nationale de développement 2020-2030, SND. Que pensez-vous justement de ce lancement du chef de l'État qui a mis ça sur pied? 2020-2030? Oui, stratégie nationale de développement. Ça concerne plusieurs secteurs, l'économie, la politique, entre autres. 2035, on en fait quoi? C'est sur le plan économique qui a été mis sur pied par le chef de l'État. Oui, parce qu'on devait aussi être émergent en 2035. Donc, est-ce que le processus d'acheminement vers l'émergence a été atteint? Quel est le bilan qui a été fait? Ce sont des questions que je pose. On ne peut pas lancer tout et faire toujours des projets à très... C'est la suite du programme DSCE, justement, qui avait été mis sur pied. Bien sûr, je vous entends. Hein. Sauf que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien utiliser la forme interrogative. C'est de très très bonnes initiatives, de façon générale, de lancer des programmes. D'ailleurs, c'est le rôle des politiques de donner une direction à ce qui va être fait. Donc moi, je salue évidemment ces initiatives du chef de l'État. Il est dans son rôle, tout à fait. Maintenant, je pense que nous devons aussi avoir des comptes sur ce qui est déjà fait, sur le chemin que nous avons déjà parcouru, sur les éléments concrets, les réussites déjà qui ont déjà été faites pour atteindre justement les objectifs qui ont été fixés. Voilà ce que je peux dire. Oui, ça intègre aussi les ODD. Alors, on va passer dans un autre registre. Que pensez-vous? Tout à l'heure, vous en avez parlé du style nappy. On sait que vous avez les cheveux naturels et tout. Oui, écoutez, aujourd'hui en France, quand vous vous défrisez, vous avez même honte. Dans le métro, presque toutes les filles sont nappy. Maintenant, je veux dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Nos parents, nos mères avaient les cheveux naturels. On n'avait pas besoin de se défriser. Je suis quand même en mea culpa parce que je me suis défrisé les cheveux pendant longtemps. Avec toujours ces raisons un peu saugrenues, que effectivement c'est beaucoup plus facile à coiffer, etc. Oui, voilà, on faisait les mapincés, comme on disait à l'époque. Et mes filles, les jumelles Mawassa, m'ont dit, maman, écoute, tu devrais être nappy parce que le cheveu naturel, c'est très très important, c'est très joli, et puis ça garde l'authenticité. Effectivement, ça fait partie également de notre vision par rapport à l'AFP. C'est de sensibiliser les femmes. D'abord, ça coûte trop cher. Je fais des économies extraordinaires avec mes cheveux naturels. Parce que quand vous défrisez les cheveux, vous devez aller tous les 15 jours au minimum chez le coiffeur pour faire des soins. C'est pas faire se défriser. C'est qu'on voit les femmes avec le yérou là, les cheveux qui sont partis. Parce que elles ne font pas les soins. C'est un engagement. Alors l'argent que je mettais avant pour aller au salon, me faire des soins, eh bien j'achète des parpaings. Un parpaing coûte 225 francs. 200 francs.
25 francs à la livraison. Je prends mes fers de 10. Je prends mon sac de ciment. D'ailleurs, ça a tellement augmenté aujourd'hui que je ne comprends pas. Avant, le sac de ciment était à 4500. Aujourd'hui, c'est 4800, voire 5000. Je construis. Je préfère m'assurer. Et en même temps, je garde mon authenticité. Je garde mes cheveux naturels. Et mon teint naturel. C'est notre identité. C'est nous. Et nous devons... La première des choses à faire, c'est de nous accepter tels que nous sommes. Alors, si on parle de féminisme. Ben, écoutez, c'est toujours des termes, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours des termes. Je suis féministe, puisque je m'engage à des combats en tant que femme. J'ai parlé tout à l'heure de la ménopause, je parle de l'éducation des filles, je fais des safaris littéraires à travers le Cameroun. Je vous ai parlé de Nkolo Tutu, de Grand Batanga, de Djebale, d'Ibombari, où j'étais pour comment dirais-je, inciter les élèves, mais aussi les petites filles, justement, à s'émanciper dans le sens positif du terme. On ne naît pas femme, on le devient. C'est une grande écrivaine, Simone de Beauvoir, qui l'a dit. On ne naît pas femme. L'épouse de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Voilà. Bon, épouse... Alors, il était libre d'esprit. Oh là là, il n'était pas marié. Oui, justement. Mais il vivait et oui, c'est voilà. pas forcément parce qu'on se marie que forcément on dit. Parce que eux, Bon, le mariage, selon vous, n'est pas une fin en soi. Non, je n'ai pas dit ça. Ok. Je dis que d'être libre de choisir. On est d'accord. Donc, on ne naît pas femme, on le devient. Être une femme, c'est la somme des éducations que nous recevons. J'invite les parents à repenser l'éducation des petites filles. On ne dit pas qu'il ne faut pas savoir cuisiner. C'est pas ça le problème, mais il faut repenser l'éducation des petites filles. Les petites filles, on les élève dans l'objectif d'être de bonnes épouses. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on veut bien être de bonnes épouses. Bien sûr. Encore que être une bonne épouse, c'est quoi? Me voici qui va, comme on dit dans tout. Je suis libre. Je suis libre. C'est pas le libertinage, comme disait un collègue politique tout à l'heure. Je suis libre de m'exprimer, de m'engager, de faire ce que j'ai à faire, mais dans le strict respect de mes enfants et de toute ma famille. Voyez ce que je veux dire? Parce que je suis la somme, je suis la résultante des éducations que j'ai reçues de mes parents. Des éducations que j'ai reçues de mes enseignants aussi à l'époque. Des éducateurs. Hein. Des éducateurs à l'époque qui étaient des gens extraordinaires. Vous vous rendez compte, à l'époque, il y avait des chansonniers qui venaient de France et d'Europe. Et le professeur de français avait des billets pour donner aux élèves. Je crois qu'aujourd'hui, on peut encore le faire. Mais le professeur de français, il venait en classe, il disait, j'ai des billets pour vous, pour aller voir un chansonnier à l'Institut français, Centre culturel français à l'époque. Et il disait, c'est Jeanne-Louise qui va y aller. Celle qui était première en français, qui me battait d'une petite tête, elle disait, mais monsieur, c'est moi qui suis première en français, pourquoi vous donnez le ticket à Jeanne-Louise? Vous savez ce qu'il disait? Parce qu'elle aime ça. C'était extraordinaire. Je donne un ticket à la deuxième en français, parce que Jeanne-Louise aime ça. En plus d'être bonne en français, elle aime ça. Et développons l'amour de ce qu'on aime faire. Beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que je suis à fond sur les Mawassa. Parce que je connais la précarité des artistes. Mes filles chantent. Elles sont chanteuses. Mais je suis la premier soutien. Je les élève comme des femmes à part entière, des êtres humains à part entière. Pas forcément comme des femmes ou des filles. Mais ce sont des femmes qui doivent entreprendre. Elles n'ont pas besoin de dépendre de quelqu'un pour s'affirmer. Et ça, c'est très important. Donc, donnons une éducation. C'est l'éducation, pardon, que vous donnez à vos enfants qui détermine, en fait,
leur devenir. D'accord. Alors, nous allons prendre la dernière question. Vous savez, l'actualité est poignante depuis quelques heures, depuis hier, je peux dire. C'est justement une sextape qui a été véhiculée dans les réseaux sociaux, notamment, qui concerne une star du football. Peut-être on ne va pas donner le nom ici, là. Que pensez-vous de cette dérive et de cette dépravation qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, notamment les vidéos qui sont diffusées? Bon, d'abord, je n'ai pas reçu la vidéo. Je me demande à quoi je ne servent... vous le conseillerais pas. Pourquoi? Je dois le regarder, non? Non, quand même, c'est pas... Franchement, c'est même indécent. Quand je dis ça, c'est pour... J'ai 5000 amis sur Facebook, j'ai pas reçu la vidéo. Tant mieux d'ailleurs. Ça signifie qu'il y a quand même un respect derrière. Je suis bien contente. Merci les amis. Nous sommes très friands des faits divers qui servent à nous distraire de l'essentiel. Voilà. C'est ça qui est dommage. Vous savez, dans le milieu de la danse, il y a beaucoup d'homosexuels. Dans les milieux artistiques, la danse, la coiffure, la cuisine. Ce n'est pas pour autant que tout le monde l'est. Je ne le suis pas. Bon. Mais je n'ai pas le droit de juger les autres. Quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est interdit par la loi. Mais laquelle? On me dira, la loi camerounaise. Mais il y a aussi la loi divine. Tout ce qu'on fait, il y a aussi une loi divine. Il n'y a pas que la loi des hommes. Il y a aussi la loi divine. Ne nous hâtons pas de juger. À tout moment, on peut être piégé. Avec l'avènement des réseaux sociaux, ça devient n'importe quoi. Il faut que la justice fasse son travail. Vous savez, c'est une atteinte à la liberté. Quelqu'un nous prend en photo ici, ou nous filme. Cette personne n'a pas le droit de publier ma photo sans mon accord. Il y a eu des couples qui ont été défaits à cause de ça. On filme un monsieur qui est dans une fête, il a dit à sa femme qu'il était, je ne sais pas, au travail, ou bien ailleurs, ou une dame, ou inversement. Il faut faire attention avec ce qu'on publie. Maintenant, je peux dire que c'est une affaire qui est beaucoup plus profonde. Parce qu'apparemment, elle aurait démissionné d'être team manager. Oui, effectivement. Voilà, elle a démissionné. Est-ce que par hasard, on aurait fait un chantage? C'est lorsque j'ai cru comprendre. Elle a donc subi un chantage. Et du coup, on a mis son orientation sexuelle au devant de la scène. C'est dommage parce que il y a la CAN bientôt. Oui, effectivement. Et le Cameroun n'a pas besoin de ça. On aurait dû vraiment faire un effort. Je ne dis pas d'attendre après la CAN pour sortir toutes les insanités possibles. Mais il faut savoir que Facebook est devenu, je ne sais pas, un médecin. Un mouroir d'insanité, un tribunal. C'est devenu tout et n'importe quoi. Voilà. Il faut vraiment contrôler aussi les réseaux sociaux. C'est la cybercriminalité, moi je dis carrément. Oui, il y a justement une loi qui justement punit justement ce genre d'actes. Alors nous arrivons donc à la fin de cette édition. Madame Dianga, merci d'être passée chez nous. Mais avant de partir déjà, il faudrait que vous disiez face à la caméra, face aux femmes ici, comment faire pour devenir entrepreneur, que doivent faire les femmes, que représente la littérature dans le monde des femmes, parce que nous sommes sur Talent de femmes, c'est de valoriser la femme. Que doivent faire les femmes justement pour valoriser la littérature, la politique, s'engager en politique, entre autres. Devant la caméra, vous le dites ici. D'accord. Déjà pour la politique, j'invite les femmes à s'impliquer énormément. C'est vous, les femmes, c'est vous qui êtes la passerelle. C'est vous qui élevez les enfants le plus souvent par rapport aux hommes. Vous devez nous donner vos préoccupations. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Vous avez la possibilité de le faire. Engagez-vous. Avec l'AFP, nous sommes là, à l'écoute. Et vous voyez bien que je suis une femme et je suis vice-présidente de l'AFP. Ce n'est pas le poste en tant que tel qui me motive, mais c'est ce que je peux apporter. C'est ma contribution à l'édifice. Donc n'hésitez pas. Nous avons tous des priorités, tous ou toutes des priorités. Foncez, dites-nous. Ce n'est pas de faire de la politique politicienne, non, mais c'est de dire vos problèmes de proximité. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut à vos enfants? Qu'est-ce qu'il faut pour votre ménage? Comment gérez-vous votre budget? Ça, c'est aussi de la politique, mais une autre façon de faire de la politique.
aux jeunes qui veulent faire de la littérature, ou aux moins jeunes, hein, parce que la littérature, on peut écrire à tout âge, il y a une chose, ne vous leurrez pas. Une vie se construit. Vous n'allez pas arriver, premier bouquin, vous allez vendre 1 million de livres, non. Dans tout ce qu'on fait, il faut se construire. Les éditeurs nous mènent la vie dure, c'est dommage. On n'a pas souvent nos droits d'auteur aussi. Notre organisme, la Sociladra aussi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, depuis 2007, je n'ai rien touché. Quand vous voulez faire quelque chose, économisez. C'est dur d'économiser, c'est vrai. Mettez de côté. Quand vous avez votre argent, je vous assure, même si c'est 100 francs, vous avez 5000 francs. Si vous voulez boire votre jus, buvez le jus de 600. Mettez 200 de côté. Et le reste, c'est ce que moi j'ai fait. Pour construire le centre culturel, je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu de financement de qui que ce soit. À part de mes enfants, de mon petit socle. Et c'est mon travail. Je ne flambe pas. Les futilités, des choses inutiles. Je ne vais pas dans les cabarets, je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Bon, on dirait que c'est plus de mon âge. Si, je peux y aller, vous savez, je sais danser d'ailleurs. Je suis danseuse. Mais j'ai une priorité, c'est le centre culturel. Et ce centre culturel, quand je vais l'inaugurer, vous serez tous invités. N'hésitez pas à déposer des projets, à venir pour faire des séminaires d'artistes, etc. Donc, la clé, c'est ça. Si on attend des financements, on peut attendre très longtemps. Et même quand ces financements arrivent, ces financements ne sont pas à la hauteur de tout ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a un objectif, c'est de mettre de côté. Et ça fait ses preuves. Et je le fais. Je mets encore de côté malgré mon âge, hein, vous savez. Parce que j'ai toujours des projets. Après le centre culturel, je fais des chroniques pimentées sur Facebook. Et mes lecteurs me demandent chaque fois, mais madame, mettez ça dans un livre. Un éditeur ne verra pas ce manuscrit-là. Donc, j'économise pour sortir ce livre. Tous les mois, je mets un peu de côté. Et quand j'aurai de l'argent, je n'aurai rien à demander à personne. Donc, jeunes, ne flambez pas n'importe comment. Vous avez un rêve, vous rêvez, vous avez un objectif à atteindre, mettez de côté. Même aussi petitement que cela puisse être, mettez de côté, vous verrez, vous me direz. Merci, merci de ces conseils. On espère que les femmes et les jeunes filles pourront justement tirer des conseils. Alors, merci d'avoir suivi Talent de Femme. C'est une énième édition avec justement une femme, pas des moindres, une femme écrivain, auteur, entre autres, et puis femme active politique. Restez de notre pour la suite des programmes. On dit merci à Ben Valls, le réalisateur, à la supervision générale de Dieu de Nevin. Et puis, on se retrouve samedi prochain dès qu'il est 13h.